Watanabe Shinichiro est l'un des plus grands réalisateurs d'animé de tous les temps, derrière Samurai Champloo, Space Dandy et le très acclamé Cowboy Bebop. Il a révolutionné la manière de traiter la musique dans les animés, au point qu'aujourd'hui, son nom est directement associé au terme de grand réalisateur. Watanabe Shinichi, quant à lui, est un énorme blaireau. Non, parce que comprenez bien que malgré son sous-titre de série expérimentale, Excel Saga n'est pas un animé intellectuel, et encore moins intelligent. Au mieux, c'est le résultat de la conversation de deux mecs bourrés dans le bus qui ont brainstorm un pitch d'animé. C'est absurde, c'est décalé, et bien souvent, c'est même assez limite dans son humour. Et tout ça, c'est dû au fait que son réalisateur, Watanabe Shinichi, a obtenu la permission de faire n'importe quoi avec le manga qui lui servait de support d'origine. Et mon dieu, il en a pris des libertés. Ce qui fait qu'on se retrouve à la fois avec des moments où l'animé dépasse clairement les bornes, mais ce qui permet aussi des épisode où l'animé en a tellement rien à foutre que c'est hilarant. Alors aujourd'hui, on va parler de l'animé le plus absurde de l'histoire. Aujourd'hui, on va parler d'Excel Saga. Et pour organiser cette vidéo, je vous propose qu'on se réfère à ce baromètre qui nous dira quand l'animé va trop loin. Pour l'instant, on en est là. À la fin des années 90, le feu vert est donné pour l'adaptation animée du manga Excel Saga, un manga humoristique narrant les aventures d'Excel et d'Ayat dans leur quête de conquête du monde, pour le compte du grand méchant Il Palazzo. C'est une histoire d'action, de mystère, mais surtout c'est un manga qui se place plutôt en avant sur son temps. Publié à partir de 97, non seulement il met en scène une femme charismatique comme personnage principal dans autre chose qu'une romance, mais aussi il se présente comme une parodie sociale, s'attaquant de manière humoristique à des problèmes de société au Japon. Le manga Excel Saga, c'est de l'humour, du trash et une bonne dose d'ironie sur la société japonaise. Le problème, c'est qu'avec seulement 5 tomes de sortie à l'époque, la production de l'animé va se prendre immédiatement un mur. Il n'y a juste pas assez de contenu à adapter pour faire 26 épisodes. Les producteurs doivent donc faire un choix et ils décident pour pallier ce problème de partir sur une adaptation de la série qui serait beaucoup plus libre, qui ne suivrait que vaguement l'histoire originelle du manga. Alors ils demandent son accord à l'auteur du manga, qui accepte, puis ils démarrent la production. Mais pour s'occuper de réaliser cette série de zéro, il va leur falloir quelqu'un de compétent sur ce type de projet loufoque. Quelqu'un qui serait capable de reproduire l'humour du manga tout en y ajoutant sa propre touche. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils vont pas aller choisir leur gars sur des critères de renommée. En réalité, ils vont même aller chercher un réalisateur qui n'a presque rien produit. Shinichi Watanabe, plus couramment surnommé Nabeshin, n'est pas du tout un grand réalisateur comme son homologue Shinichiro Watanabe. En fait, il n'a presque jamais réalisé d'animé à part des trucs pour enfants et des hentai. Mais s'il y a bien une chose pour laquelle il excelle, c'est l'absurde. Ok, je vais pas vous montrer quoi que ce soit de son travail pour vous en convaincre, parce que c'est pas ça non plus qui a convaincu les producteurs. À la place, je vous propose un petit exercice d'imagination. Imaginez que vous êtes animateur au Japon dans un studio d'animation reconnu. Donc tous les jours vous allez au travail, vous prenez le métro, vous arrivez au bureau, vous montez les escaliers, et là, quand vous entrez dans l'open space, vous vous retrouvez face à ce Pokémon légendaire qui arbore toujours la même dégaine, une coupe afro du futur et un costume fluo bleu, jaune et rose. Nabeshin, c'est ce personnage-là, c'est cette dégaine qu'il arbore fièrement tous les jours. C'est un style absurde, une démarche absurde et même une façon de parler absurde. Et je veux dire, quand t'es producteur et que tu vois ça, comment tu fais pour pas te dire que c'est le mec fait pour le job? Du jour au lendemain, Nabeshin se retrouve alors avec une grosse responsabilité sur les épaules. C'est son premier gros projet et on lui demande de faire quelque chose d'à la fois nouveau et fidèle au personnage du manga. Mais loin d'être apeuré, il va voir ça comme un challenge. Puisqu'on lui laisse presque entièrement le champ libre pour faire ce qu'il veut, il va décider de jouer avec les limites et de pousser un maximum le périmètre de ce qui était possible de diffuser à la télé à l'époque. On parle de sang, on parle de fesses, on parle aussi de blagues plus politiques. Tout va être bon pour créer un animé à la fois borderline et super absurde. Et c'est donc comme ça que naît en 1999 la série Excel Saga Animation Expérimentale, animé qui, on va le voir maintenant, a parfois vraiment joué avec les limites du diffusable. Donc, Excel Saga, l'animé cette fois-ci, suit aussi les aventures de la jeune Excel et de l'organisation terroriste Acros pour laquelle elle travaille. Mais contrairement au manga qui suivait des schémas plus classiques, l'animé prend quant à lui des approches bien plus absurdes et exagérées dans son humour. Le plan normal d'un épisode va alors s'organiser de cette manière. L'animé choisit un genre ou un cliché récurrent dans la japanimation, puis le parodie en poussant au maximum pour se moquer de ses raccourcis ou de ses incohérences. Un exemple qui fonctionne bien, c'est l'épisode 11, où Excel et sa fidèle acolyte Ayat se retrouvent à devoir s'occuper d'une classe de jeunes délinquants qu'ils vont redresser par la pratique du sport. Pour l'instant, situation standard qu'on a vu dans 1 milliard d'animés. Mais sauf que tout d'un coup, sans même qu'on ait le temps de cligner des yeux, on se retrouve face à ça. Imaginez juste 26 épisodes de 25 minutes où c'est ce genre de truc encore et encore qui sort à chaque fois de nulle part et de manière super frénétique.
Cet animé, c'est juste une suite de blagues absurdes qui s'enchaînent, c'est n'importe quoi. Perso, je pense que mon épisode préféré à ce niveau-là, c'est l'épisode 17, parce que c'est celui où j'ai vraiment compris, ah ouais, ils en ont vraiment rien à foutre. C'est simple, cet épisode, c'est tout ce qu'il y a de bien avec Excel Saga, c'est-à-dire des scénarios loufoques à tout va, des mises en scène absurdes, mais surtout des putains de punchlines sauvages. Voici l'Amérique triomphante. Examinons comme un chirurgien la situation de ce pays souffrant de problèmes qui sont ces biens qui s'exportent le mieux. Eh ben, je connais pas d'autres mots dans leur langue de bouffon. On produit une centaine d'épisodes par semaine, un peu comme les travailleurs chinois fabriquent les tennis. Attendez une seconde que j'avance le baromètre. Mais à part ça, je vous jure que s'il y a un seul truc à retenir de cette série, c'est vraiment la manière de parler d'Excel. Ces putains de monologues de 30 secondes sans queue ni tête super bien articulés sont de loin le meilleur truc de la série, et la raison pour laquelle Excel est un de mes personnages préférés d'animé. Et quand je parle de ces monologues, je précise que je parle bien de la VF d'Excel, car pour le coup, le travail qu'a fait Pascal Chemin met une raclée monumentale à la voix originale. C'est vraiment un des rares cas de fois où la VF a surpassé de loin la VO. En fait, on a surtout constaté que l'Amérique est une poubelle, il y a des fusils partout, la mafia règne en maîtresse et la corruption est mise. Le rêve américain consiste à faire un max de pognon en un minimum de temps, en écrasant tout sur son passage, et ça dépasse l'entendement. Pas vrai, Chat? Je l'ignore totalement, j'ai pas tout compris à l'épisode. Ok, maintenant revenons sur le côté absurde de la série, et pour que vous rendiez bien compte d'à quel point c'est un rythme frénétique, je vais vous prendre le cas de l'épisode 1. C'est pas trop pour le coup une parodie d'un autre animé, mais ça permet de bien appréhender l'absurde. Donc, en 20 minutes, on a 2 assassinats sur l'auteur du manga, 2 massacres de masse, 7 morts à l'écran dont 4 qui sont de Excel elle-même, une dizaine de personnes ressuscitées par la volonté suprême de l'univers, 2 kills par Trucken, 1 au bazooka, 2 à l'épée, une organisation secrète nazie de conquête du monde, une dizaine de quatrième murs brisés, des millions d'euros de dégâts matériels, l'instrumental de The House of the Rising Sun et de l'Ode à la joie, un dinosaure, du gore, une parodie de Star Wars, des voitures qui roulent sur les murs, un horrible solo de guitare, le réalisateur de la série lui-même qui est poursuivi par la mafia, un personnage de travailleur immigré avec un accent raciste. Attends, quoi? Le travail, c'est la seule vraie nourriture qui compte. Mais rassurez-vous, ça ne m'empêchera pas de prendre mon repas de midi. Vous savez c'est quoi le pire de l'histoire? C'est que le personnage de Pedro Domingo, et ce malgré son nom et son accent caricatural, n'est pas si raciste que ça en vrai. Pour vous résumer qui il est, en gros c'est un peu une sorte de deuxième personnage principal qui vit des aventures en parallèle de Excel. Mais sauf que là où on aurait pu s'attendre de la part d'un animé japonais datant de 99 à ce que tout l'humour autour du personnage soit des blagues sur le fait qu'il est colombien, en réalité l'humour sur lui se repose surtout sur le fait que sa femme le trompe avec son meilleur ami Gomez et que le gars a la vie la plus merdique du monde. Et je pense qu'il aurait pu avoir un accent italien, british ou même pas d'accent du tout, que ça n'aurait rien changé. Mais cet accent caricatural est juste un autre élément qui s'est rajouté à l'absurde de l'animé. Bon, après ça reste assez limite comme running gag, mais vu que c'est un vieil animé et que justement l'animé veut jouer avec les limites, on va leur pardonner pour cette fois. Et puis je dis ça, je dis rien, mais plus ou moins à la même époque, en France, en prime time, on avait des trucs comme ça. Donc bon, j'essaye de relativiser quoi. Mais pourquoi est-ce que vous empêchez la petite Zula de chasser les mauvais esprits maléfiques de sa divinité? Mais bon, je veux dire, au bout d'un moment, fallait bien que ça arrive, et à force de jouer avec les limites, il y a eu un moment où l'animé a fini par dépasser les bords. Il est maintenant temps que je vous parle de l'épisode 26, nommé de manière très explicite, Dépasser les limites. Après 25 épisodes déjantés et globalement aucun problème rencontré par la série, Nabeshin va se rendre compte de quelque chose. Pour une série qui voulait jouer avec les limites du diffusable, on n'est franchement pas allé si loin que ça. Je veux dire, ok, il y a un accent raciste, un mec qui a la chiasse et des blagues sur les conditions de vie des enfants exploités. Mais à part ça, le truc le plus indiffusable qu'il y a eu, c'était peut-être genre ça. Donc rien de bien fou quoi. Bon, il y a peut-être genre 3 ou 4 blagues homophobes, pédophiles ou misogynes, mais c'est le Japon des années 90, et à partir du moment où dans les années 2020, ils ont pas de problème à diffuser à la télé un animé sur une meuf qui veut baiser son chien, vous vous doutez bien qu'à l'époque, ça leur posait certainement pas de problème de faire ce genre de blague. Mais donc, là où je veux en venir, c'est que Nabeshin va alors décider avec le dernier épisode de la série de faire quelque chose d'encore plus abusé, de ne plus se poser aucune limite. Encore pire, son projet va clairement être défini de faire un épisode qui joue tellement avec les limites qu'il ne pourra pas être diffusé. Bon, dans l'idée comme ça, c'est peut-être pas forcément une idée géniale, mais ça reste dans la continuité du défi qu'il s'était lancé à la base, alors pourquoi pas. Surtout que s'il est prêt à faire ça, c'est sûrement qu'il a une idée intelligente de comment le faire, de comment dépasser les limites. Peut-être va-t-il faire un épisode traitant de problèmes de société si graves que la télévision japonaise va tenter de le faire taire, ou peut-être encore va-t-il faire des images si gore qu'elles pourraient faire vomir même les estomacs les plus atteints du cul.
Il y a tout simplement des meufs à poil. Bon, déjà je vais monter le curseur de notre baromètre au maximum, mais la raison pour laquelle cet épisode me dérange n'est même pas le fait qu'il y a des scènes de fesses en soi. Après tout, c'est son délire s'il veut faire un hentai, même si je trouve que c'est pas très réfléchi comme moyen de pousser les limites. Non, le problème que j'ai avec cet épisode est autre. Je vous explique. Je vous le disais à l'instant, dans l'animé, il y a des blagues sur le fait qu'un des personnages est un pédophile. Bon, des blagues clairement pas marrantes et probablement la chose la plus dérangeante de la série juste à côté des blagues sur le harcèlement sexuel, mais un truc malheureusement très courant dans les animés. Et je veux dire, au moins ici ça reste à l'état de blague, c'est juste un personnage qui est entouré d'enfants sans jamais qu'une quelconque attirance sexuelle ne soit vraiment sous-entendue. Alors que Mushoku Tensei, si je puis me permettre, enfin bref. Mais sauf que dans ce fameux épisode 26, on voit une petite fille entièrement à poil avec des gros nibards qui veut se taper l'adulte. Et la seule raison pour laquelle l'adulte refuse de lui faire l'amour, c'est parce que ses seins font qu'elle n'est pas suffisamment une enfant pour lui. Je vous jure, je pense que jamais une scène dans un animé ou un manga m'a mis autant mal à l'aise que celle-là. Et pourtant, j'ai lu le chapitre 218 de Rent a Girlfriend. Vraiment, pour moi, cette scène représente le point culminant de tout ce qui ne va pas dans le Japon moderne et les animés. Mais le pire dans l'histoire, c'est que la seule chose que tu vas trouver sur internet que les gens ont dit, c'est « Non, en vrai, ça va pas assez loin pour un épisode nommé Going Too Far ». Oh, c'est fini, c'est bon, moi j'abandonne, ça sert à rien, cette communauté est pourrie jusqu'à l'os. Et honnêtement, maintenant que j'y pense, je sais même pas comment cette scène peut être légale, genre d'un point de vue purement juridique. Bon, après, je veux dire, si le but c'était de dépasser les bornes et d'aller au-delà des limites de l'acceptable, c'est mission réussie, I guess, mais à quoi bon si on s'est totalement perdu en chemin? Le but c'était de faire quelque chose de provocateur par son côté déjanté, et pas quelque chose d'absolument répugnant. Et ça me fout vraiment la haine, car ça ne change rien au fait que j'aime toujours autant le personnage de Excel, qui est tout au long de l'animé, et même dans cet épisode 26, tout l'inverse de ce que cette scène représente. Je veux dire, c'est une femme charismatique, indépendante, bisexuelle, c'est l'exact inverse du Japon réactionnaire et pédophile. Bon, elle est un peu dans une organisation nazie, mais voilà quoi, c'est pour rigoler. Donc Nabeshin, sache que je te remets avec grâce ton surnom d'énorme blaireau, et que je suis content que ta carrière se soit rapidement cassée la gueule après Excel Saga. Cordialement. Bref, si vous voulez regarder Excel Saga, je vous conseille, c'est marrant. Juste, accordons-nous tous pour faire comme si l'épisode 26 n'avait jamais existé. Ah oui, et si vous voulez savoir pour l'anime avec le chien, elle a fini par se le taper. Putain, pourquoi moi je suis même fan d'animé à la base? J'aurais pas pu être fan d'un truc moins bizarre, genre la musique.